Eh bien, bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir d'être modérateur d'une session qui s'intitule « Innovation post-crise ». Crise étant à prendre, bien sûr, au sens crise du Covid, mais ça peut dépasser cet exemple de crise-là. Nous le verrons dans les présentations. Nous aurons 4 présentations, si tout va bien. Merci. Nous aurons 4 présentations qui vont représenter le Lesotho, les Comores, la Zambie et la Guinée. Voilà. Et nous allons commencer donc avec Monsieur Bastouane Chadouli. C'est ça, c'est lui qui est en ligne. Hein. Donc, Monsieur Bastouane Chadouli, eh bien, est IEN des Comores, docteur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'Institut de formation des enseignants et de recherche en éducation, et il est aussi à l'Université des Comores. Voilà, Monsieur Bastouane Chadouli, nous vous écoutons pour 5 minutes et on ne dépasse pas les 5 minutes. Désolé. Voilà, merci à vous. On vous entend. Bonjour. Messieurs les responsables KIX Afrique 21 et 9, mes chers collègues chercheurs et honorables assistants, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous pour présenter une partie de mes travaux de recherche intitulée « La classe inversée comme outil de réinvention et de pérennisation des apprentissages au lendemain de la COVID-19 aux Comores ». Donc, comme nous le savons tous, mon pays, les Comores, connaît des problèmes au niveau du système éducatif depuis très longtemps, qui font que les échecs sont redondants. Et à ce moment-là, la COVID est venue mettre à bas vraiment ce système éducatif, à tel point que les difficultés se sont accentuées. L'État comorien avait essayé de mettre une télévision éducative pour maintenir au moins les élèves qui devraient passer les examens en activité. Malheureusement, cette télévision n'a pas pu fonctionner. Il se devait, vu qu'il fallait d'abord posséder le courant électrique, il fallait d'abord posséder un poste de télévision, il fallait aussi avoir un récepteur TNT ou être abonné à Canal+, parce que la télévision nationale ne se capte pas par n'importe qui. Donc, voici certains problèmes de télévision fonctionne. Donc, nous avons réfléchi sur cette histoire, comment prolonger cette télévision et donner un sens au système éducatif en période, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse continuer les apprentissages, même s'il y a crise sanitaire, crise sociale ou catastrophes naturelles comme les cyclones qui nous menacent à Madagascar et aux Comores. Donc, pour ce faire, nous avons pensé à un système hybride qui peut se faire à distance et en présentiel. Et pour ce faire, on ne pouvait le faire qu'avec les TIC. Donc, dans la pédagogie moderne, ces deux exigences ne se retrouvent aussi étroitement liées que dans l'approche appelée classe inversée. C'est pour ça que nous avons réalisé cette recherche-action auprès d'enseignants des classes de seconde, qui a consisté dans un premier temps à les renforcer en capacité sur la manière d'utiliser les outils numériques et la pédagogie qui va avec pour former la classe inversée, en vue de vérifier si cette démarche pédagogique, l'enseignement et les apprentissages, mais également si cette approche peut permettre de continuer ces apprentissages en cas de crise sanitaire comme cette Covid-là, qu'on n'est pas encore sorti. Donc, nous avons travaillé avec ces enseignants des classes secondes. Nous avons tiré au sort une classe pilote et une classe expérimentale pour voir les résultats. Alors, après une formation de 4 jours, nous avons fait une suivi de 4 semaines et nous avons remarqué que ça ne marche pas. Alors, nous avons regroupé les pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, ce jour-là, les enseignants
ont expliqué qu'eux-mêmes, ils ne savent pas utiliser les smartphones, ils n'ont pas d'ordinateur, les coupes de courant dérangent, le coût d'Internet qui est très cher ne permet pas aux élèves d'entrer en contact avec les capsules vidéo, et eux-mêmes ont eu des problèmes pour élaborer ces capsules vidéo, raison pour laquelle, à la 5e semaine, nous avons regroupé les mêmes acteurs pour les renforcer. Alors, quand nous avons renforcé, nous avons remarqué qu'il y a eu une légère amélioration et une adaptation à ce système qui consiste à faire quoi? Donc, c'est le fonctionnement de la classe inversée, consiste à donner la théorie à faire à partir des capsules vidéo et réserver le temps de la classe pour des exercices de perfectionnement. Ce qui signifie que nous avons versé dans la pédagogie traditionnelle, on faisait la théorie en classe, plus quelques exercices d'application, et puis les exercices de perfectionnement à la maison. En classe inversée, on fait le contraire. Parce qu'on veut qu'un enseignant soit en interaction avec les élèves et les élèves avec eux-mêmes pour aller un peu plus loin. Mais à ce moment-là, l'utilisation des TIS s'impose. Donc, on ne peut pas faire ce système sans l'utilisation des TIS. Or, c'est cette utilisation des TIS qui va poser un problème. Donc, est-ce qu'on peut continuer sur les PowerPoint là? Donc, nous avons donné. Donc, nous allons passer à la méthodologie qui a consisté à présenter le projet au proviseur, à appeler les acteurs pour discuter et les expliquer l'objectif de la formation. Et comme vous le voyez, je viens de l'expliquer, la 5e semaine a été réservée à un regroupement de recadrage et de renforcement. Après ce regroupement, nous avons donné 16 semaines jusqu'à la fin du 2e trimestre pour évaluer le projet, et l'apport de la classe inversée se limite au niveau des enseignants et au niveau des apprenants. Est-ce qu'on peut continuer? Monsieur le machiniste? Donc, qu'est-ce que nous avons remarqué dans un premier temps? Le premier questionnaire que vous avez donné a montré des profils différents des enseignants et a signifié que de tous ces enseignants, un seul a eu une formation initiale. Nous avons des fonctionnaires, nous avons des contractuels et nous avons des bénévoles. Alors, il m'envoie ça tardivement, je suis obligé de revenir un peu en arrière pour être en phase avec ce qu'il présente. Donc, au niveau des... Non, non, c'est bon, on peut revenir sur... voilà. Donc, au niveau des élèves, nous avons trouvé qu'aucun élève, c'est toujours la PowerPoint suivante, messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, des classes n'a un ordinateur, 26%, soit 12 des 46 sont sans téléphone, 45 utilisent des téléphones simples et 28% seulement des élèves possèdent des smartphones. Ce qui veut dire qu'ils ont eu des difficultés à s'adapter à la classe inversée. Et la première difficulté a été d'accéder à la vidéo pour raison de délestage, de lenteur et du coût élevé d'Internet dans le pays. Alors, ils ont eu aussi du mal à être autonomes parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude. Ils ont toujours eu l'habitude de travailler avec les enseignants en classe. Et les travaux de perfectionnement en présentiel ont aussi posé problème parce qu'ils ne savaient pas travailler en groupe. Ils ne savaient pas comment s'organiser. Et même les enseignants eux-mêmes ont eu des difficultés sur les travaux qui exigent la mise en place en présentiel de la classe inversée. Alors, les conséquences de ce manque de matériel numérique pédagogique font que plusieurs élèves ne faisaient pas leurs exercices à la maison. Ils avaient un sentiment de honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés d'acheter leurs voisins, leurs collègues pour
regarder la capsule vidéo ou bien demander à un ami de donner un smartphone. Donc, ceci a fait qu'à un moment donné, ils étaient frustrés et on a relevé un taux très élevé d'absence et de retard de la part des élèves durant cette période. Alors, quant aux enseignants, qu'est-ce qu'il est sorti? Est-ce que vous pouvez continuer? Encore. Donc, au niveau des enseignants, 37 enseignants seulement possèdent des ordinateurs, 75% ont des smartphones et sont sur les réseaux sociaux, 37% font des recherches pour leur métier, surtout au niveau de la didactique, 25% arrivent à publier des vidéos. Toutefois, ils ont eu des difficultés à réaliser des capsules vidéo et surtout les enseignants des disciplines littéraires, à savoir ceux qui enseignent le français et l'histoire géo. Par contre, ceux qui enseignent les mathématiques et la chimie ont pu quand même faire des capsules qui pouvaient être considérées comme des vidéos pédagogiques. Donc, ils ont eu des difficultés à poster leurs vidéos sur la toile, problème d'électricité, problème d'Internet, on revient toujours. Donc, les conséquences, c'est qu'il y a eu une difficile adaptation des acteurs à la classe inversée. 40% des enseignants ont à un moment donné voulu abandonner. Et selon eux, l'approche est lourde en amont comme en aval, puisqu'il faut travailler, faire des capsules vidéo et être en communication avec les élèves à distance, répondre à leurs questions, préparer les séances en présentiel, qui est totalement différent de ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire le cours magistral qui consistait à préparer un résumé, venir en classe et demander aux élèves de copier. La classe inversée n'est pas comme ça. Donc, il veut que les élèves soient actifs à domicile comme à distance. Donc, préparer ces activités qui vont rendre les élèves actifs était un lourd fardeau pour ces enseignants. Heureusement, lors de la rencontre de la 5e semaine, ils ont proposé eux-mêmes certaines solutions pour amoindrir le coût d'Internet. Donc, en amenant la capsule vidéo en classe via un CD, le smartphone ou carte USB ou carte mémoire, aux élèves de le copier et d'aller l'utiliser à la maison. Ça a soulagé un peu les acteurs. Donc, pour montrer que la classe inversée peut être adaptée. Ce n'est pas quelque chose de rigide, de dur. On peut toujours l'adapter en fonction des milieux et des acteurs. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pendant que ça vient, nous avons constaté au cours de la deuxième semaine, nous avons relevé les résultats des classes, de la classe expérimentale par rapport à la classe pilote et nous avons constaté qu'il y a eu une légère différence de résultats de la classe pilote qui a eu 63,4% par rapport à la classe témoin qui a donné 57,17%, soit 10,4% de plus, donc 5 élèves. Ce qui signifie que quelque part, la classe inversée peut améliorer les résultats et constituer un moyen de lutte contre l'échec scolaire, malgré les difficultés que les acteurs ont connues. Suivant, s'il vous plaît. Slide suivant, s'il vous plaît. Ça traîne un tout peu là. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Au niveau des enseignants, il y a une satisfaction par rapport au projet lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ne bénéficient pas d'une formation continue. Donc, la recherche-action que nous avons mise en place a constitué pour eux un renforcement de capacité, donc sous forme de évaluation, formation plutôt continue là-dessus. Ils ont découvert l'importance d'éthique dans l'enseignement. Alors, ils pensaient que c'est tout simplement pour être présent dans les réseaux sociaux. Ils ont découvert une innovation et une alternative au cours dialogué. Alors, la systématisation de la pédagogie de groupe et de la pédagogie de projet a changé carrément leur manière de faire.
c'est-à-dire le cours dialogué, ils arrivent à identifier rapidement les difficultés d'apprentissage à partir de l'institutionnalisation de l'évaluation formative. Alors, ils ont pu voir comment on peut mettre en pratique la pédagogie différenciée parce que les élèves qui venaient en classe, qui n'ont pas pu faire leur devoir à la maison, qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas vu ce qui est dans la capsule vidéo, ils étaient obligés de remettre un peu ces enseignants sur les rails. Donc, qu'est-ce que nous avons pu constater? C'est une démarche qui permet de négocier d'éventuels confinements et toute autre crise. Pourquoi? Parce qu'à partir de la capsule vidéo, les élèves travaillent en autonomie à la maison, soit directement en se connectant sur Internet, soit en utilisant un support numérique autre. Ce qui signifie en période de crise, on peut toujours continuer les apprentissages parce que les enseignants peuvent être en contact avec les élèves via les TIS. Ils peuvent leur envoyer le cours et leur donner les exercices à faire. Donc, nous avons compris que si on avait donné cette approche avant la pandémie de coronavirus, le pays aurait pu négocier encore mieux cette période de coronavirus. Donc, la résilience du système éducatif comorien dans son ensemble, sorti de la COVID-19, nécessite de réinventer la pédagogie. Et pour le faire, il faut une stratégie capable à la fois de rebooster la pédagogie, mais aussi de permettre sa continuité en période de crise. C'est ce qu'a donné la pédagogie de classe inversée que nous avons ici. Ainsi, au bout de cette étude, nous recommandons au système éducatif comorien, donc aux autorités comoriennes et à leurs partenaires, d'œuvrer dans un premier temps, slide suivante s'il vous plaît, ça ne vient pas. Slide suivante, je vous en prie. Donc, non, vous êtes allé trop vite à la fin. OK, merci. Donc, pour nous, les recommandations, nous aimerions à ce que l'État comorien et ses partenaires mettent en place un dispositif rodé de formation continue des enseignants, parce que tous les enseignants du secondaire comorien sont universitaires sans formation initiale. Il faut équiper pour cela les écoles et les acteurs en TIS pour permettre de telles pratiques comme la classe inversée. Puisque les enseignants n'ont pas eu de formation initiale, il va falloir implanter une école nationale supérieure, une école normale supérieure dans le pays, une NS, pour que ce système éducatif ait des professionnels du métier. Enfin, mettre fin au système de contractuels qui sont payés moins de 100 € et des faux bénévoles qui sont là, qui pensent qu'ils vont être intégrés à la fonction publique, ce qui ne se fait pas et qui fait que ces enseignants bénévoles ou contractuels ne viennent pas tous les jours à l'école parce qu'ils bénéficient de rien et on ne peut pas les contrôler puisqu'ils ne sont pas des fonctionnaires à part entière. En conclusion, cette étude a démontré que les enseignants comoriens du secondaire sont perfectibles si on peut les accompagner par une formation continue. Et sur ce, la formation que nous avons donnée et que nous avons eu les réinventions. Pouvez-vous terminer pédagogie, rapidement, s'il vous plaît? C'est la fin, oui. C'est la fin. Donc, cette pédagogie inversée a constitué un moyen de réinventer la pédagogie et à la fois une stratégie capable de permettre la continuité des apprentissages même en période de crise. Je vous remercie. Eh bien, nous vous remercions également. Et nous voyons avec toute votre recherche comment un dispositif alternatif peut demander des aménagements et d'autres aménagements encore en fonction d'un contexte, un contexte particulier et aussi des crises qui peuvent être diverses. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec Monsieur Michael Piri, c'est ça? C'est vous?
qui venait d'arriver. Merci beaucoup. Alors, je vous présente rapidement et puis vous nous présenterez aussi votre titre et votre recherche. Vous êtes conseiller en recherche, c'est ça? Analyste en santé publique à l'Institut national de santé publique de Zambie et à la VVOB. Voilà. Et vous représentez une équipe qui est constituée de 5 personnes, c'est ça? Voilà. Eh bien, nous vous écoutons. Vous avez 15 minutes et je serai obligée de vous arrêter quand les 15 minutes seront passées. Hein. Désolée. Voilà, c'est la règle du jeu. À vous, monsieur. Okay, thank you so much. Yes, so just to a small correction, I'm representing VVOB, which is an organization in Zambia, originally Flemish, that is implementing a program, a remedial program that aims at improving learning outcomes in primary learners, specifically grade 3 to 5. Of course, the background of catch-up in Zambia comes as a result of some earlier studies done that showed that those studies showed that by second grade, some learners couldn't identify a word. And so the need for catch-up, which is a remedial program that uses teaching at the right level methodology, originally developed in India by Prantham. And so we've been running this program, but for this specific study, it's something that we've embarked on recently, because originally the program is aimed at cultivating literacy and numeracy, foundational literacy and numeracy skills in learners between grade 3 and 5. So my study is the study that I'm presenting is mainly on social emotional learning of children in primary education. So this time we decided to also investigate a little bit further of what our intervention or our program is cultivating besides the numeracy and literacy skills. So we are in, so Zambia has got 10 provinces, and so far we are in 8 provinces. And out of these 8 provinces, it's we are in two of the 8 provinces, we are covering all the districts, and so meaning that catch-up is quite one of the big interventions in the Ministry of Education in our country. Okay, so this particular study, which is a social emotional learning study, was conducted in Lusaka in particular. Lusaka and of course Central Province. So Central was the control and Lusaka was the treatment province. Okay, so maybe just a bit about catch-up itself, the nature of catch-up. So catch-up involves grouping of learners according to, first of all, evaluations, or so evaluations are conducted at the beginning of the term to check for the levels at which the learners are. So instead, so the business as usual, for instance, is that learners are grouped by grade, but in catch-up, learners are grouped by level. So these assessments help in regrouping. So we do assessments in the beginning of the term and regroup the learners. Of course, the learners I'm talking about are grade 3 to 5. We regroup them and we form, we group them into learning levels. So
so that those who are lagging behind could actually progress at their own level. That's why it's known as teaching at the right level. So, and then this particular methodology also possesses some important characteristics of play. So the theory of change that we focused on in this study, first we wanted to see whether the catch-up program does cultivate social emotional learning outcomes in the learners. So this was based on the evidence that play has an impact on holistic development, including social emotional learning. And so if catch-up possesses characteristics of learning through play, we hypothesized that it's possible that catch-up itself also has an impact on social emotional learning outcomes. So yeah, so we conducted the baseline study in February 2022, and the endline study in September. So even now, the endline study is ongoing. I should caution that the findings we're presenting here are preliminary because data is still coming in. We're still doing mop-ups here and there, but yeah, we still have something that can help us see what's going on. Okay, so yeah, so next slide, please. Yeah, so that's the theory of change I was talking about. Characteristics of play in the TAO methodology, hoping to produce cell competencies. So next is a picture of next slide, please. We see catch-up classes look like that. They're a bit different from the common class. So we see that learners mostly, you can see that they're actually more in charge of the learning process, more learner-centered than the business as usual, where we have teacher-centered kind of learning. Okay, so like I've already said, so we covered 100 schools at baseline and 2,592 learners. Okay. And we checked for social emotional learning competencies using the ICELA, which is an international social emotional learning assessment tool. Okay, so when you check for the scales for the ICELA, next slide, we realized that the scales were reliable. And so we were confident because we ran Cronbach Alpha, and then it showed us that all the scales were at least 0.7 and above. Only in one scale, which was self-concept, or did we actually, next slide, please, next slide, next, yeah. So you can see that only in self-concept did we have quite a relatively low reliability score. Of course, you can also see that at baseline, generally, we didn't have, of course, we didn't have so much differences, which is the ideal. We didn't have any big differences between control and the treatment. And we also realized, the next slide, please. We also realized that generally cell levels were low in primary school learners in Zambia. By baseline, that is before exposure to our catch-up program. And then after exposure, of course, so that slide is missing in that PowerPoint because it's
it's not updated. It's the first draft. But the findings showed that learners improved in empathy and perseverance. So we see a significant improvement in those particular competencies. Of course, we also see some competencies in the other domains, but because data is still coming in, so we, as I said, this is preliminary. It still gives a good sign that by the time we are completing our target, then we could actually see that we could see a significant improvement. Okay, so next slide, please. Next slide. Okay, so yeah, so from the findings, what are the takeaway messages for policy? So we think that the catch-up remedial program is, of course, is scaling up, and it has shown to improve academic achievement and foundational skills. At least we have a lot of proof and evidence over that. Social emotional learning, which is also a very important, which is also very important for holistic development, although it's not usually the focus of research and policy formulation in most education systems. A substantial share of Zambian children in primary education suffer poor cell outcomes in several domains. So based on the preliminary findings, catch-up appears to have a potential boost in cell outcomes. Next slide, please. Okay, I'm the only one who has the next slide. So our recommendations, yeah, so we recommend deliberate education programs that target holistic development in primary school, despite scarce resources. So because most of our governments, we have scarce resources, so sometimes we actually ignore the social emotional learning aspect, or we do not give it as much attention as we give to other competencies like cognitive competencies, such as numeracy, literacy, or these academic competencies. So we feel if governments could actually prioritize that. We also recommend, our second recommendation is that education ministries should consider investing efforts towards strengthening social emotional learning, which can impact critical skills that are necessary for success in various areas beyond school. So of course, schools prepare, it's typical of our schools preparing our learners for academic excellence, of course, improved IQ, but you're going to agree with me that in the arena of success, there are other competencies that play a role for you to succeed besides the academic excellence. And social emotional learning are amongst those critical skills that are required. And so if schools can provide that opportunity, or if the education system can provide that opportunity to sharpen these social emotional learning skills in our learners, that could produce fully or well-adjusted individuals. Learning through, our third recommendation is that learning through play methods should be encouraged throughout primary education to cultivate this particular benefit. So this is also in line with learning through play being more encouraged at early childhood level. And as learners progress to primary, there's less emphasis on learning through play. And yet it is also, it would be a great opportunity for them to actually learn. They're still interested in having exciting ways of learning and also developing more other competencies. So if learning through play could also be extended or emphasized at primary and not just end at early childhood, that could actually be very beneficial to our future population of learners.
And VVOB, lastly, VVOB and its partners, which includes Lego Foundation and Tao Africa, are excited to provide evidence on the potential of methodologies that have characteristics of play and show how these impact not only academic achievement, but social emotional competencies, even beyond early childhood. So mainly, I think those are our recommendations. And as we complete this study, we hope to come back and give the full picture of what our complete findings have established. But at least we are glad that we had this opportunity to share our preliminaries, and we can draw important lessons from there that could actually help in our policies. Thank you so much for listening. I think that's the end of my presentation. Merci beaucoup. Je vais mettre en valeur deux choses suite à ces deux premières interventions. Bien sûr, on pourrait en mettre en valeur d'autres. Tout d'abord, d'un point de vue méthodologique, la première intervention nous orientait vers une étude qualitative, hein, et on a vu combien elle pouvait avoir une grande fécondité, hein, y compris dans la mise en valeur de contraintes ou de difficultés. Cette deuxième intervention, elle, nous conduit sur une étude quantitative extrêmement précise et fouillée, hein, et là encore, on voit combien elle est productive. Donc, dans les apports de la recherche, on voit l'intérêt de conjuguer du qualitatif et du quantitatif. Et puis, par rapport à cette deuxième intervention, eh bien, je soulignerai volontiers la mise en valeur des apprentissages socio-émotionnels qui sont peut-être moins visités que d'autres sortes d'apprentissages et qui ont un impact justement sur ces autres apprentissages dans et hors l'école. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à l'intervention de monsieur Sadio Tounkara de la République de Guinée, et vous êtes écrivain et président de l'ONG le Karamukwen, excusez-moi, vous allez m'apprendre à prononcer le nom du jeu d'ailleurs dont vous allez nous parler. Je vous laisse dire le titre de votre communication et surtout nous apprendre à prononcer, enfin surtout pour moi, le nom du jeu. Merci à vous. Merci, madame. Vous permettrez que je me lève pour faire cette présentation. Pourvu que vous teniez en 15 minutes. Effectivement. Tout est possible sinon. Bonsoir toutes et à tous. C'est un grand honneur pour nous, au nom de notre ONG, de participer à ce symposium. Et comme l'a signifié Madame la modératrice, ma présentation portera sur le Karamokoin, un jeu éducatif pour améliorer et renforcer la qualité des apprentissages et enseignements au niveau préscolaire et primaire. Mais avant d'aller en profondeur, le Karamokoin, c'est une expression empruntée de la langue Pula, une ethnie en République de Guinée, qui signifie le maître. Notre structure évolue dans la conception des jeux éducatifs et des ressources éducatives pour les enfants, et on a pour credo la réinvention du système éducatif africain par le jeu et par la culture. Slide.
Donc, vous remarquerez bien que dans ma présentation, on va s'éloigner un peu de l'approche classique des présentations scientifiques parce que à notre niveau, on a passé ce stade d'étude par la concrétisation de notre projet depuis avril 2021. Donc, comme Caneva, s'il te plaît, nous allons voir ensemble l'information générale autour de ce jeu, de quoi il s'agit, il est destiné à qui, quelle est sa logique, quels sont les résultats qu'on a obtenus avec le jeu depuis sa sortie en avril 2021 et également nos attentes et conclusions. Comme information générale, le Karmocoin, c'est une boîte qui propose des étiquettes dans l'optique de rendre les apprentissages performants en développant l'intelligence des enfants. Il est composé de 35 cartes ludiques présentant chacune des activités pouvant mettre l'enfant dans une disposition favorable à l'apprentissage. Slide. Donc, la finalité avec cette pédagogie, c'est d'aller au-delà de l'impact que la pédagogie d'enseignement actuelle, qui est focalisée souvent sur la mémorisation. C'est nous, par exemple, on voit souvent des enfants qui peuvent vous donner des mots, qui peuvent vous, par exemple, vous lire, vous réciter les 26 lettres de l'alphabet français sans pouvoir les identifier. Parce que tout simplement, la pédagogie est axée sur la mémorisation. Et avec ce jeu, nous allons au-delà en mettant un accent particulier sur l'attention, la mémoire, la puissance auditive, l'imagination, l'autonomie, l'organisation et le plaisir d'apprendre. Il peut être utilisé par les enseignants, globalement par tous les acteurs de l'éducation au niveau préscolaire et primaire. L'objectif phare, slide, l'objectif principal, c'est de favoriser le développement des aptitudes affectives, physiques des enfants à travers l'apprentissage par le jeu. Donc, le jeu, il se positionne comme complément des outils didactiques les plus utilisés, tels que le livre et tant d'autres. Slide. Comme logique, vous voyez très bien ici, le jeu est structuré en 7 groupes de cartes selon notre regard dans une situation d'apprentissage. Il y a ce qu'on fait avant de commencer le cours, il y a ce qu'on fait pendant le cours et il y a ce qu'on fait après le cours. Donc, parmi ces 7 groupes, il y a des cartes qui proposent des activités à faire avant de commencer le cours et d'autres groupes qui proposent des activités ludiques à proposer aux enfants pendant le cours et après le cours. Si nous prenons le groupe 1, dont la vocation c'est mettre en action, parce que le plus difficile dans une situation d'apprentissage avec les enfants, c'est de captiver leur attention. Donc, avec ces cartes, facilement avec ce premier groupe, vous pouvez, s'il te plaît, le premier groupe, c'est pour se mettre en action. Vous venez en classe avant de commencer le cours directement. Vous proposez une carte par groupe. Le second groupe, comment créer de l'enthousiasme. Après 10 minutes de travail avec ce jeu,
vous aurez la possibilité de proposer une activité pouvant provoquer l'attention et le goût de l'apprentissage aux enfants. Le troisième groupe, être complice, comment créer un lien favorable entre les apprenants, mais aussi entre le maître et l'apprenant lui-même. S'organiser, comment structurer le cours qu'on donne aux enfants, parce que souvent, le maître travaille sur le contenu de son cours, mais il ne travaille pas sur l'animation de ce cours-là. Donc, avec ce jeu, nous donnons aussi la possibilité au maître de travailler sur l'animation en proposant des activités ludiques. Le quatrième groupe, c'est lui apprendre à apprendre. Donc, à ce niveau, je vais vous parler d'une seule carte qu'on propose. À toi de m'apprendre quelque chose. Souvent, beaucoup d'élèves ont perdu l'estime parce que tout simplement, on leur pose des questions en classe et qu'ils n'arrivent pas à donner la bonne réponse. Pour un enfant, se tromper est synonyme de manque d'intelligence. Et souvent, s'il n'y a pas une pédagogie derrière pour lui dire, l'apprentissage aussi rime avec des erreurs, il va perdre en confiance. C'est pourquoi, avec cette pédagogie, nous proposons à ce que le maître demande à l'enfant de lui apprendre quelque chose et non poser une question spécifique à l'enfant. Le sixième groupe, l'inciter à l'imaginer, comment provoquer de l'imagination, et pour en terminer, comme le groupe, terminer un travail avec les enfants. La structure des cartes, rapidement, slide. Mon trésor. Très bien. Là, les cartes sont conçues à partir de 3 observations. Nous avons remarqué que les profils d'apprentissage les plus récurrents, c'est les enfants, sont le profil auditif, le profil visuel et le profil kinesthésique. Vous voyez ici, au niveau de la carte, il y a une image qui va attirer les enfants visuels et derrière, il y a des écritures, les consignes qu'on va lire avant de mettre l'activité. Ça va susciter la curiosité des enfants auditifs. Et vu que c'est un jeu pratique, la mise en pratique de la consigne va également inciter les enfants kinesthésiques. Ce qui fait qu'avec le jeu, vous pouvez utiliser une pédagogie tenant en compte l'ensemble des profils d'apprenants les plus récurrents, c'est les enfants. En termes de faisabilité ou de fonctionnement, derrière la carte, il y a la consigne qui vous indique l'énergie, le temps et le matériel à utiliser. Comment ça marche, vous explique comment utiliser Trésor. On n'est pas au même niveau. Comment ça marche, vous explique la faisabilité du jeu et pourquoi, en faisant l'activité, vous pouvez obtenir des résultats favorables à un apprentissage réussi. On y va. Donc, dans ce kit, on a travaillé sur un guide d'utilisateur pour pouvoir aller plus loin parce qu'on a remarqué, au-delà des problématiques citées précédemment, il y a des problèmes qui arrivent souvent sur les enfants avec la télévision. Donc, on a proposé des astuces sur comment faire un bon usage de la télévision aux enfants, comment développer le goût de la lecture chez les enfants et comment les accompagner vers la réussite scolaire. Et ces astuces-là vont amener aussi aux parents de s'impliquer dans la formation de leurs enfants. Comme résultat, depuis sa sortie, nous avons réussi à former plus d'une centaine d'enseignants à l'utilisation du jeu à travers nos écoles partenaires en République de Guinée. On a produit avec un fonds propre 1000 kits du jeu éducatif
de César, le Karamokoin. Aussi, on a eu la reconnaissance de l'Institut pédagogique par l'Institut national de la recherche et d'action pédagogique INRAP en République de Guinée. Et récemment, on a eu un accord verbal sur un partenariat avec l'État pour la production de 1000 kits pour les enseignants, mais aussi la formation de 1000 enseignants. Alors, nos attentes rapidement, c'est de travailler pour l'insertion du jeu éducatif, le Karamokoin, parmi les outils de support pédagogique au niveau préscolaire et primaire, par les politiques et les acteurs de l'éducation au niveau continental. Également, un partenariat pour la subvention à l'édition du jeu pour les classes préscolaires et primaires dans les écoles publiques. Également, un partenariat pour la formation des enseignants du préscolaire et du primaire sur les méthodes d'apprentissage basées sur le jeu. En conclusion, je vous lis ce que l'INRAP, la conclusion de rapport d'analyse sur notre jeu effectué par l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Nous certifions le Karamokoin comme une innovation pédagogique et recommandons sa vulgarisation pour favoriser le développement des capacités psychomotrices et sociales des enfants tout en les préparant à un parcours scolaire réussi. Donc, c'était moi. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors là, le lien avec l'intervention précédente est assez facile puisqu'on avait déjà parlé de jeu et on retrouve ici une autre forme de jeu qui peut captiver l'attention des élèves et les engager dans des apprentissages. Ce qui peut être intéressant, ce qui peut aussi nous intéresser avec cette intervention, c'est le fait qu'on obtient là des données probantes par une opérationnalisation à grande échelle, mais qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas la même que celle qui a pu être proposée, notamment dans les communications précédentes. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Alors, nous allons maintenant avoir un temps consacré aux questions. Et avant de donner la voix à la salle, bien, je vais proposer aux 3 intervenants de cette session une petite question. Hein. À quelles conditions voyez-vous la pérennité, la portée à plus grande échelle de vos propositions, de vos innovations, hein, ceci dans une articulation harmonieuse avec les dispositifs d'apprentissage plus traditionnels de l'école. Hein, parce qu'on voit vraiment là qu'on construit autre chose que ce qui se fait à l'école, mais on le construit progressivement. On n'abandonne pas non plus certains dispositifs et certaines façons de faire de l'école. Donc, comment voyez-vous voilà, l'articulation harmonieuse, je dirais, voire même moins harmonieuse, avec ce qui se fait classiquement à l'école. À vous. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y, on va faire de la fin jusqu'au début. D'accord. Donc, encore une fois, merci pour l'opportunité. Et par rapport à votre question, en ce qui nous concerne à travers notre structure, nous pensons que le système éducatif, de manière globale, a besoin d'être amélioré significativement. Et qui dit
l'amélioration ne dit pas changement brusque de ce qui existe. Donc, nous nous positionnons comme un partenaire de l'État, des structures sous-régionales comme le KIX et tant d'autres, pour qu'on puisse avoir un regard différent de ce qui a toujours été proposé. Si vous remarquez bien avec notre jeu éducatif, nous partons au-delà de ce qui a été toujours dit, infrastructure, qualité des enseignants et puis l'environnement de travail. Et ces éléments sont hyper importants, mais ils ont des limites parce que c'est l'enfant, par exemple, qui apprend et qui il est. Dans la réflexion, souvent, on propose des outils en l'occultant. Sinon, c'est très, disons, dommage de voir que c'est maintenant qu'on se rend compte que les enfants apprennent mieux en jouant. Donc, comment travailler sur une pédagogie orientée par le jeu? Parce que la particularité avec les jeux éducatifs, ils vont au-delà d'une seule compétence. Si vous faites les mathématiques avec un jeu, vous amènerez un enfant à réfléchir, à analyser, à collaborer avec les autres. Ce sont des aptitudes vraiment indispensables si nous voulons rendre nos systèmes éducatifs et les apprenants performants. Donc, cette collaboration, nous la voyons, disons, de manière très simple, si vous me permettez, parce que nous avons une solution. Et vous avez fait un constat que ce qui existe ne donne pas les résultats escomptés. Et nous, le modérateur du premier panel disait que le nerf de la guerre, c'est les finances. Et on a un problème de financement par rapport à nos créations. Là, par exemple, il y a un peu de... Je vous donnerai l'outil pour vérifier la qualité. Et si on plastifie ça, on peut utiliser le jeu durant toute l'année scolaire. Ça diminuera les coûts relatifs à l'achat des livres permanents et à d'autres outils. Et il y a la possibilité aussi de traduire cet élément pour pouvoir le vulgariser dans les pays anglophones et les pays où on parle l'espagnol ou le portugais. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oh, je pense que, voilà, on n'a pas le temps de toute façon d'aller jusqu'à des approfondissements forts, mais c'est déjà très bien que vous nous ayez donné ces éclairages. Alors, on va entendre maintenant Michael Piri. Hein. Voilà, à vous avec la même question. Okay. Okay. Thank you so much. So if we recall, I was talking about strengthening socio-emotional learning in education, in our education systems beyond early childhood. Okay, so the question is, how can we sustain and scale up this kind of innovation? I think to begin with, I think it starts with collaboration with government. Of course, I'm talking from a non-government organization point of view, from our experience in implementing these interventions. So I would say that first and foremost, you have
we need, as governments, we need to own these programs when they are actually implemented in our countries. Or so we should strengthen ownership at all levels. So starting from the top to the bottom. So if, for instance, the way we are implementing catch-up, which is quite a unique methodology to the business as usual, we might want to keep each and every level of the system committed to actually to the program or to the outcome. So it starts with maybe leadership. If leadership could encourage ownership. So when we own these interventions, even when funding is withdrawn, or when there's no more funding to continue supporting the programs, governments can make those programs systemic. They could be infused in the system and become a government program. And in that way, I think that would actually need less resources. And then the second thing is also to increase capacity building when it comes to human resource in the education system. So if, for instance, one thing that we noticed is that a lot of teachers, like in primary in our country, Zambia, they still don't fully understand the extent to which learning through play methodologies can actually improve, including academic performance itself, besides the social emotional learning. So awareness is also quite low. So if we could create deliberate programs to make social emotional learning one of the indicators of education. So we see we measure a lot of academic competencies, but if we made it intentional for social emotional learning to be also an outcome, that could actually be helpful in sustaining as well as scaling up these programs. So if a teacher knows that apart from me delivering mathematics right now, I am supposed to also impact the learners' social emotional competencies, and also other competencies, could be physical, so holistic development in general. So the more aware they are, the more they execute the program or the lessons in a way that other competencies are also cultivated. I think at this point, I should give a chance to the other speaker, but those two things, taking ownership, our governments, let's take ownership of these programs when they come. And, let's also strengthen, these ideal practices, like, at all levels, from the grassroots up to the top. So from leadership, let's make sure that everyone is on board. So if we could be participatory, if we can make these programs participatory, that every individual at every level of the system is involved, that can strengthen the capacity of any program being sustainable, because everyone will be accountable for something about that program. Thank you so much. I think I should hand over to the next, to my colleague. Merci beaucoup. Et nous allons écouter, on espère qu'il est encore en ligne, Bastoine Chadouli. Oui. À vous. Merci de me donner la parole à nouveau. Alors, votre question n'est pas si simple en ce qui concerne mon pays. J'aimerais d'abord commencer par dire qu'en ma qualité d'inspecteur de l'éducation nationale des Comores,
j'ai remarqué l'absence de politique éducative basée sur la recherche. Donc, ce sont les politiques qui décident en fonction de leur sensibilité. Donc, à la suite de mes recherches doctorales, je me suis dit que je ne peux pas faire des recherches et les laisser mourir comme ça, entre guillemets. Donc, quand j'ai questionné le terrain, j'ai trouvé que les enseignants n'ont pas une formation initiale et ne reçoivent plus une formation continue, ce qui pose énormément de problèmes. Donc, dans un premier temps, j'ai axé mes recherches sous forme d'une stratégie palliative à ce manque de formation continue, raison pour laquelle j'ai décidé d'œuvrer vers la recherche-action. Je consiste à collaborer avec les enseignants pour trouver des stratégies. Et justement, j'ai voulu trouver une stratégie alternative à l'abus du cours dialogué, à l'abus du cours magistral qui, durant la période de Covid, a démontré ses failles et ses limites. Donc, il va donc falloir imaginer quelque chose de nouveau qui peut redynamiser les enseignements et les apprentissages tout en permettant de solidifier la pédagogie afin qu'elle puisse traverser les périodes de turbulence, c'est-à-dire les périodes de crise, sans réelle casse. À ce moment-là, on ne peut pas le faire sans une recherche scientifique avec des données probantes. Donc, nous ne voulons pas forcer les choses parce que la classe inversée en elle-même n'est pas tellement une innovation. Ça a déjà existé dans les années. Le fait de donner la théorie à préparer à la maison et les exercices en classe, ça a déjà existé. Ce qui est nouveau, c'est cette rencontre avec les TIS. C'est ce qui est nouveau. Et c'est là aussi que le problème existe. Parce que l'étude a démontré les limites d'une telle pratique dans notre pays qui n'a pas encore institutionnalisé la digitalisation au niveau de l'éducation. Le numérique ne s'utilise pas. Mais attention, je ne veux pas dire que les acteurs n'utilisent pas les outils numériques. Mais ce n'est pas institutionnalisé. Donc, je veux œuvrer à conscientiser le ministère de l'Éducation nationale, mon employeur, en même temps l'État comorien, à penser à intégrer petit à petit le numérique dans le système éducatif pour le permettre de rebondir un tout peu. Mais ceci ne signifie pas que nous voulons imposer la pratique quotidienne ou permanente de la classe inversée. Non, la classe inversée est tout simplement une alternative. D'ailleurs, dans mes conclusions, j'ai bien précisé, si on veut forcer à l'appliquer tout de suite, on risque même d'aller à l'encontre de l'EPT et des ODD à l'horizon 2030. Pourquoi? Parce que des œuvres qui n'ont pas d'ordinateur risquent de ne pas suivre le train et donc d'être lâchés, ce qui est contraire à nos politiques éducatives. Donc, je veux à ce que nos politiques utilisent ces stratégies en alternance avec la classe traditionnelle. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les disciplines littéraires. On a pu constater qu'il y a des notions qui sont bien accessibles suivant la méthode traditionnelle qu'avec la classe inversée qui a beaucoup fonctionné à la discipline scientifique. Donc, nous pensons que le fait que nous sommes ici dans ce symposium, c'est l'occasion pour vous, les partenaires du système éducatif comorien, de nous épauler afin que ce message, ce discours puisse arriver à nos autorités, à nos décideurs, pour qu'ils puissent entendre nos voix. Le problème, il est là. Il n'y a pas eu de la recherche aux Comores. Maintenant, ça commence, mais personne ne nous écoute pour le moment. Si vous n'êtes pas un politicien, vous n'avez pas la parole. Donc, nous pensons qu'avec ce genre de rencontres, avec ce genre d'événements, nous allons pousser les pions petit à petit jusqu'à ce qu'on donne de la place à la recherche. Parce qu'en éducation, on ne peut pas bricoler. Hein. On ne bricole pas. Il faut qu'il y ait des données probantes qui ont été validées scientifiquement à partir des expérimentations empiriques, quasi empiriques, afin de savoir où est-ce que nous allons.
parce qu'il est vraiment grand temps, comme mes collègues l'ont dit, que ça change. Il faut que ça change. Et la COVID-19 a montré combien nos systèmes sont vraiment fragiles. Et à ce moment-là, trouver quelque chose d'alternatif, ça serait un bonus pour tout le monde. Donc, je pense que nous, c'est d'abord conscientiser d'abord et aller d'une manière douce et en faisant une alternance entre ce qui se fait et ce que nous voulons mettre afin de permettre à tous les acteurs de se retrouver dans ce nouveau chemin que nous voulons les conduire. Je pense avoir répondu à votre question à mon niveau et je vous remercie. Merci beaucoup aussi à vous. Alors, et merci à tous les trois. Il reste quelques minutes pour la salle. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous souhaitent poser des questions à nos présentateurs? Je vois 5 questions. Est-ce que j'en oublie? J'espère que non. Écoutez, on va faire, on a une dizaine de minutes. C'est ça, on a à peu près 10 minutes. Eh bien, on va faire questions courtes, réponses courtes et on va essayer de faire passer tout le monde. Alors, j'ai vu des choses à droite. On va commencer par la droite et puis on ira vers la gauche après. Voilà. Et vous me direz si j'oublie quelqu'un. On y va. La personne en blanc derrière, puis ensuite la personne en bleu, puis ensuite la personne en beige. Oh là là, il y a plein de questions. Puis là, alors, allons vite. À vous, monsieur en blanc. OK. Bonsoir à tous. Moi, c'est Dr Ekotor, expert en didactique des disciplines et en médiation des savoirs scolaires. Je vais poser une question en ce qui concerne le jeu. J'aimerais tout simplement savoir à quel niveau mesure-t-on l'acquisition des savoirs, parce qu'on peut avoir des cas où l'enfant joue au lieu d'apprendre. C'est-à-dire qu'il joue seulement et néglige les éléments liés à l'apprentissage ou à l'acquisition des savoirs. Qui veut répondre? Réponse courte, et vous voyez qui souhaite répondre. Merci pour la question. On évalue par le jeu par rapport aux objectifs pédagogiques assignés préalablement. Même en utilisant le jeu, c'est un moyen de mise en pratique une pédagogie préalablement définie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On va peut-être, vous aurez l'occasion peut-être de vous rencontrer après. On va privilégier d'autres questions. Alors, la personne en bleu, s'il vous plaît, à vous. Question courte, réponse courte. Non pas parce que c'est inintéressant, mais c'est parce que le temps est compté. OK, merci. C'est Fatoumata Dabo, Société civile Guinée. Merci aux panélistes. Ma question est à l'endroit de la Zambie. Pendant la présentation, j'ai vu qu'il a parlé de l'alphabétisation, après il a présenté les enfants qui étaient en cercle et les outils de la MARP. Je voudrais savoir un peu s'il a utilisé l'approche Reflect en faisant l'alphabétisation qui rentre un peu comme dans la formation des adultes. C'est ça ma question, s'il vous plaît. Okay, thank you so much. I hope I got you clearly. Would you ask the last part again? Je disais, pendant votre présentation, j'ai vu que les enfants étaient en cercle et en utilisant les outils de la MARP, c'est comme si c'était l'approche Reflect et vous avez lié l'alphabétisation à l'apprentissage des enfants. Je voudrais juste me rassurer si c'est ça. Yes. Okay. Yes, so I hope I'm really getting the question, but yes, so our program, the catch-up program, which is the teaching at the right level, it actually targets numeracy and literacy skills, and it uses various activities that play
that have characteristics of play, play in nature, where the teacher is more of a facilitator, and learners are, the learning group leaders are sometimes chosen to lead different kinds of groups. But at the end of the day, we have a lot of games, a lot of materials that aim at improving literacy and numeracy. What you saw was just a snapshot, but I was trying to show you some of the typical catch-up classes in the way they operate, the way they take place. So if you went to an actual catch-up class, you are going to see a few interesting things, such that are quite different from the business as usual class. In terms of goal, so the goal, for instance, the goal of the business as usual class is to complete a grade or a textbook. But for catch-up, the goal is to help learners acquire foundational skills as quickly as possible. So even the progression is different. So maybe let me just give you a picture, a little picture of what goes on. So if in the beginning, we evaluate learners, these are 3rd to 5th graders, then these evaluations help us group the learners into learning levels. So they are grouped into levels. We have beginner levels, we have, learners who can read a paragraph and so on, and also numeracy, different levels like that. And so the learners are exposed to the lessons over a period of time, about 60 hours. And then from there, they are assessed again. So we assess them 3 times in a year. We have baseline, midline, and endline. So we evaluate them so that they quickly progress. So those that progress, we keep on, every time we evaluate, we regroup them, and then we evaluate, we regroup them. But at the end of the day, what we want is to see that learners acquire basic literacy and numeracy skills. But of course, this research aims at also checking the ripple effect of the methodology when it comes to other competencies like social-emotional learning. So I hope that I've answered your question. If I've missed it, you can ask me again later. Merci. Nous allons, alors malheureusement le temps est compté, mais je vous propose une chose, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz. J'ai vu beaucoup de mains levées et ce serait ennuyeux peut-être pour les présentateurs qu'on n'ait pas vos questions. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne toutes les questions et ensuite on peut vous laisser à chacun d'entre vous un tout petit moment pour que vous en preniez une. Enfin, voilà, vous choisirez. Mais il me semble que les questions, elles aussi, sont extrêmement riches. Ça vous convient? On fait comme ça? Alors, j'avais vu déjà ici, monsieur. Ensuite, puis j'irai faire un petit tour de ce côté parce que je n'avais pas vu, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. À vous. On prend que la question. Hein. Vous pouvez vous présenter rapidement si vous voulez, hein, mais voilà. La question. Et votre présentation. Yeah, thanks so much. My name is Moses Abiero from the Africa Early Childhood Network. I'm very grateful for the presentations, especially the integration of play in teaching and learning. So my question is, how can we be able to integrate the same practices in policies so that then it becomes sustainable, and especially considering that there is a presentation on indigenization of play within the teaching and learning component. Thank you.
Merci. Alors, monsieur, avec la chemise orangée, votre présentation et la question. Sorry. Yeah, thank you, Abiero. My name is Kelemi Mwiria from Kenya. I work with an organization called education.org that is about the integration of policy, of research into policy. And this whole event is about how we can use research better. Listening to the presentations, and not necessarily these ones, the biggest handicap we have is that rarely do we take governments along. The governments have not been involved in funding of this research, in the designing of the projects, in participating in data collection and the recommendations that come out. And also yet, a lot of this, the implementation is largely political, of education decision making. How do you propose that you can go over the obstacles that are more political in nature, other than just the professional bit of doing research? Thank you. Juste un instant. Excusez-moi, on me dit quelque chose, mais ce que je vais faire, c'est que je vais donner la parole pendant ce temps à vous. Vous aviez demandé la parole? La personne là avec un anorak beige? Non? Non, c'est pas vous? Vous n'avez pas demandé la parole? Au premier rang? Non? Alors j'ai mal vu. Oui, si, c'est ça. Voilà, à vous. Votre question? Non? Oui? Allez-y. Non? Vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez pas de micro? Est-ce que vous... Je ne sais pas. Elle veut... Allez-y. Allez, vous m'entendez? Vous pouvez poser votre question. Allez-y, oui. Vous vous présentez rapidement et vous posez votre question. Merci. Thank you. Martha Kirapa from Kenya. I want to start by thanking the three presenters because the discussions have been quite insightful. But my question is to the Zambian presenter who presented on the catch-up remedial program. That is indeed a very wonderful program, especially following the effects of the COVID-19 pandemic, because we are aware that some of our learners, when they came back to school, they could not even be able to write their names. And my main question is that we are aware that teachers are actually at the center of the successful implementation of this kind of program. So my question is, how do we address the program of the heavy teacher load that is already existing in our schools and the high teacher shortage? Because if the teachers are to implement this, then how do we solve that issue of the high teacher loads? And the second question is about what recommendation do we give to the senior minister of education management, especially when it comes now to the policy aspects of this, because we know that for us to be able to have this particular initiative being upscaled, then it means a lot of issues have got to be dealt with in terms of planning so that we are able to ensure that there is enough teacher posted to our schools and the staffing issues are solved so that we can be able to ensure that all learners are brought at par. Thank you. Merci à vous. Donc, on continue dans les questions. Il y avait des mains qui s'étaient levées de ce côté-là. Oui, monsieur, allez-y, avec un vêtement gris devant. Oui, à vous.
Oui, je suis allé à Douzoulou. Who are very my presentation. Their presentations are very rich. My question goes to okay. My question goes to my brother from Guinea-Conakry, who presented on the Karamoko approach of pedagogy. My question, the first question is whether this method or approach of pedagogy can be extended to all levels of education, from lower education to middle education to the senior education. If the question is yes, what are some of the challenges you are anticipating in this approach? 2, if it is no, what will be other strategies that can be emulated alongside with the Karamoko approach of pedagogy at all these levels? Thank you. Merci beaucoup pour cette question. On me fait des grands signes, il faut qu'on s'arrête. Absolument. Alors, je suis complètement désolée parce qu'il me semblait qu'il y avait des mains qui s'étaient levées encore. Le mieux, c'est que vous contactiez les intervenants avec vos questions. En tout cas, je vais d'abord vous remercier tous, les présentateurs et aussi la salle, pour la diversité des présentations, la diversité des innovations. Je vais mettre des guillemets parce que voilà, cette notion d'innovation a été elle aussi discutée, ce qui est très intéressant. Merci pour vos questions et je dois vous donner une information. Les personnes qui n'ont pas signé sur la liste de présence doivent le faire après la session au secrétariat. Voilà, vous avez bien entendu parce que je ne suis pas une experte du micro. Voilà. Eh bien, nous allons terminer sur ces mots-là et bonne continuation à vous tous et merci encore aux présentateurs.